pour introduire, on va juste rappeler un chiffre essentiel, c'est qu'il y a 17% de métiers dans lesquels il y a de la mixité. De la mixité, ça veut dire tout simplement qu'il y a au moins 40% de mélange des deux sexes. Alors donc nous allons nous interroger, et surtout interroger nos invités sur qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui n'avance pas, qu'est-ce qui bloque en matière de mixité, d'égalité professionnelle. Alors Seb, ça a été d'abord une première action sur l'égalité salariale. Et puis depuis, la politique s'est renforcée pour améliorer l'égalité professionnelle. Complètement. Je vais commencer par ce qu'on a fait de pas bien, je pense ce qu'il nous reste à faire, et après je dirai ce qu'on a fait de bien, parce qu'on a encore beaucoup de travail. En fait, ce qu'on fait pas bien, chez nous on avait deux sujets il y a quelques années, plancher collant, plafond de verre. Le plancher collant, on est en train de bien le nettoyer. Par contre, ce qu'on n'a pas réussi du tout encore... le top management. C'est le top aucune femme dans le top management. Voilà, donc COMEX, alors pas aucune, 0 COMEX, qui est un chiffre remarquable. Facile de s'améliorer, beaucoup. Et par contre, si on regarde le top 150 du groupe au niveau mondial, 14% de femmes. Autant dire qu'on n'est pas au niveau de nos ambitions du tout. Donc ça, c'est l'horizon qui reste à travailler. Je vous dirai aussi les pistes qu'on a pour y travailler. Donc voilà, on n'est pas bon sur ce top management. Donc le plafond de verre, il existe toujours. Et par contre, on s'est beaucoup soigné sur le plancher collant. Plancher collant des exemples. Oui, alors qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce que ce qui nous intéresse, c'est concrètement, qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise? On avait un gros souci, c'est qu'on s'est aperçu quand on a voulu chercher les femmes et les promouvoir en production sur des postes de maintenance, de chefs d'équipe, de conductrices de machines automatisées, que en fait les femmes nous disaient non mais non, nous en fait on leur dit mais si toi tu peux, d'ailleurs on va te nommer. Ah non, j'ai pas les compétences, j'ai pas les... beaucoup d'autocensure, énormément, particulièrement, et plus les métiers étaient techniques proches des machines, plus on avait l'autocensure. Alors que nous, on validait les compétences. Donc il y a un petit problème. Donc la solution, c'est des plans de formation très, très spécifiquement dédiés pour les femmes, consenté et évolutive, on en a beaucoup. On les a formés très spécifiquement sur l'environnement de production, pour justement les déculpabiliser sur les femmes à la technique, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'accointance. C'est faux. Mais c'était juste pour les déculpabiliser, parce que finalement la formation en elle-même, elles avaient les compétences. On a mené des actions particulièrement ciblées sur ces femmes-là, donc ce qu'on a appelé environnement technique, etc. Et on a fait aussi un peu plus loin, on a fait après des modules diplômants, donc des diplômes de branche, des CQP, des certificats de qualification professionnelle, où là on disait aux femmes, vous allez rentrer dans ce poste-là, dans cette formation-là, mais nous, on a le poste à la sortie qui vous attend. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, on vous forme et on verra dans 10 ans. C'est on vous forme et si vous rentrez, en gros si vous avez envie, vous aurez le poste et l'évolution qui va avec. Donc ça c'est extrêmement bien marché, et donc ça, ce qui fait qu'aujourd'hui on a maintenant beaucoup de conductrices de machines, beaucoup de chefs de ligne, beaucoup d'animatrices qui sont d'animatrices de ligne, donc du management, qui sont dans nos usines. Tout ça en 5 ans. Donc ça a bougé finalement beaucoup plus vite que ce qu'on croyait, juste en levant les tabous et l'autocensure qui était quand même le principal problème. Et pour le top management, vous allez virer quelques vieux mâles dominants pour laisser la place aux femmes? Alors ça va être plus long. La lutte contre les stéréotypes, ils existent. Alors ça se fait pas de manière consciente, faut pas non plus tout noircir. Ça se fait déjà parce que naturellement en ressources humaines, on coopte des gens qui vous ressemblent. Et quand vous avez à une période donnée 80% d'hommes dans des fonctions, ils cooptent à peu près 80% d'hommes dans les mêmes fonctions, c'est comme ça. Donc il faut contrer ça. Donc, il y a plusieurs manières. On va travailler, en ce moment, là on y travaille même, sur lutte contre les stéréotypes, parce qu'il y a quand même une prise de conscience que vous le faites pas exprès, et à la limite même vous croyez faire bien les choses, mais en fait vous êtes plein de stéréotypes, et vos comportements de recruteurs, de managers, ils sont empreints de tous ces stéréotypes-là. Donc il faut décontaminer la tête de certains managers, hommes, femmes aussi, parce que les clichés, ils sont dans les deux, la tête. Donc première chose, là on est sur la culture et le comportement. C'est bien, mais ça suffit pas. Et on s'est dit, alors nous on n'est pas allé justement sur les réseaux de femmes, etc. On s'est dit, on va y aller de manière indirecte par la qualité de vie au travail, en disant, il faut qu'on embarque les hommes avec nous, et qu'on ne fasse pas que des choses pour les femmes, sinon on va avoir de la défiance et on va avoir « Ah oui, mais c'est parce que vous faites de la discrimination positive ou de l'affirmation, affirmative action ». Donc on a dit, le thème de la QVT, c'est le bon cheval de Troie, la qualité de vie au travail, c'est le bon cheval de Troie, notamment sur des sujets comme la parentalité, le télétravail. Donc on est en train d'embarquer ces sujets-là, qui bien sûr ont un impact
très direct sur le fait que les femmes s'autorisent à postuler à des postes de management ou de top management, mais les hommes en bénéficient aussi. Mais comme ils sont moins courageux, ils n'osent pas demander un temps partiel, demander je ne sais quoi, et donc du coup, on aide tout le monde. Et du coup, les hommes ont un avis beaucoup plus favorable sur les mesures, entre guillemets, d'égalité femmes-hommes qu'on leur propose, parce qu'on ne les market pas forcément comme ça non plus. Quand on fait un accord de télétravail, il est pour tout le monde, il est mixte. Mais il profite évidemment beaucoup aux femmes. On va y revenir dans les questions que vous poserez, je suppose, tout à l'heure. On va regarder, avant de passer à Tanguy de Guise, on va passer le film qui est l'interview de Claudie Aigneret. Claudie Aigneret, vous vous souvenez, ça a été la première femme astronaute, je crois, en vie, et elle était ministre. J'avais donc envie d'avoir un métier lié au fonctionnement du corps et à l'exercice des possibilités physiques. Et finalement, je suis devenue astronaute. J'ai eu la chance, quand j'exerçais mon métier de médecin rhumatologue à l'hôpital, de découvrir une petite annonce du Centre national d'études spatiales qui recrutait des astronautes pour exécuter des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Dans ma tête d'enfant à 12 ans, il y a un rêve que j'ai vu se réaliser. C'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est resté très profondément marqué dans mon esprit. Donc quand j'ai vu cette possibilité de candidater pour devenir astronaute, j'ai saisi l'occasion, j'ai candidaté, je suis devenue astronaute et j'ai eu la chance d'avoir 2 missions spatiales. Et j'ai cette chance d'être la première et la seule femme française pour l'instant à être allée dans l'espace. Tout le monde m'a toujours soutenue dans ce projet, que ce soit ma famille, que ce soit mes collègues à l'hôpital. Quand on se fixe la réussite d'une mission comme objectif, que vous soyez différent, que vous ayez une culture, un métier différent, que vous soyez un homme, une femme, l'objectif est de réussir, qui vous porte tous à accepter les différences et à composer pour être excellent et réussir la mission qui vous est confiée. On est bien entraîné, on sait faire chacun des gestes et des programmes qui nous sont confiés, donc tout se passe bien. La station spatiale est en orbite qu'on appelle basse, c'est-à-dire à 400 km. On est à une vitesse de 28 000 km/h, donc vous faites 16 fois par jour le tour de la Terre, donc avec des moments magiques de coucher de soleil, lever de lune à l'horizon de la Terre 16 fois par jour, et donc des visions absolument extraordinaires quand on est dans la station et qu'on jette ce regard par le hublot, soit du côté de la planète Terre, magnifique, soit du côté du cosmos, où on a vraiment l'impression de plonger en 3 dimensions. Le fait d'être passé à ce niveau m'a plutôt ouvert des portes. Je suis toujours très engagée, par exemple, pour essayer de faire comprendre aux jeunes filles qu'on peut avoir beaucoup de passion et beaucoup de bonheur dans les métiers scientifiques et techniques. Ne laissez pas les autres définir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Tentez vos rêves, donnez-vous les moyens de les réaliser. Donc, osez. On entend Claudie Aigneret qui dit qu'il faut tenter ses rêves. C'est un peu ce que vous faites en ce moment avec Myriam, puisque vous avez lancé un programme qui s'appelle Do Different, où 28 femmes sont suivies, sont coachées, et l'idée c'est de mettre les talents féminins en lumière chez Myriam pour réussir à faire là aussi monter plus de femmes dans les différentes strates, et en particulier le top management. Expliquez-nous ce programme. Tout à fait. Alors, j'avais pas vu ce petit film avant et j'adore sa conclusion. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous pouvez faire ou ce que vous pouvez pas faire et osez. Et en fait, Timing, qui est le projet Do Different dont tu viens de parler, il a mis 10 ans à vraiment prendre forme. En 2006, chez Merial, donc l'industrie vétérinaire, juste un petit chiffre, la prochaine cohorte de veto, c'est 70% de femmes. Comme ça pose le débat. Donc il y a 10 ans, en 2006... Et petit chiffre, il y a seulement 37% de femmes directrices chez vous. Oui, seulement que... Alors, je suis très fier qu'on soit à 37, et j'y viens, mais je suis très fier du 37 pour l'instant. C'est pas suffisant, mais j'en suis très fier. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, en 2006, il n'y avait pas une seule femme patron de pays chez Merial. Il n'y avait pas une seule femme directeur de site chez Merial. Il n'y avait pas une seule femme qui était au comité de leadership chez Merial. Il n'y avait pas une seule femme qui était au comité exécutif de Merial. Quand vous preniez le top 500
puisque moi ma responsabilité est mondiale, donc je ne me focus pas que sur le pays France, mais j'essaye de monter d'un étage au niveau global. Il y a 10 ans, sur le top 500, il y avait 5% de femmes qui faisaient partie du top 500. Alors on est à 37, c'est pas suffisant. Mais en 10 ans, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et la question qu'on s'est posée là, c'est pourquoi on stagne? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer sur ces 50% et notamment sur cet axe de leadership, des cadres dirigeants? Pourquoi est-ce qu'on est bloqué sur ça? Donc depuis 2 ans, on a réfléchi, on a analysé, et en plus, on a besoin de le faire. On a une telle guerre des talents dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire qui est un petit secteur, hein, c'est 20 milliards dans le monde, quand vous prenez Sanofi, c'est 100 fois plus gros. Donc on a vraiment des niches. On est en train de se priver d'un potentiel humain qui est là et qu'on n'utilise pas. Puisque si on regarde, 50% de la population chez Merial, c'est des femmes, 50% c'est des hommes. Donc pourquoi est-ce qu'on a 30% à un moment donné? Qu'est-ce qui se passe? Et Joël, je rebondirai sur un des points que tu as soulevé, qui est ce fameux plafond de verre, mais sur un autre angle, parce qu'en fait, le fait de répliquer un schéma de recrutement, c'est-à-dire je suis un homme ingénieur, j'ai fait une école de commerce et donc je vais aller coopter un homme ingénieur ou école de commerce, c'est pas suffisant en fait. On s'est aperçu qu'on avait une rarification du talent féminin plus on montait dans le haut de la pyramide. Donc bien sûr qu'il y a ce premier élément qui est la cohorte, mais il y en a un deuxième, c'est justement ce osons. Et j'ai commencé à compter, il y a presque une dizaine d'années, sur une question qui est: quelle est la dernière question que pose une femme lors d'un entretien de recrutement et quelle est la dernière question que pose un homme? Est-ce que vous avez une idée de cette question? Quelle est la dernière question? Est-ce que quelqu'un a une idée que pose une femme? Alors, c'est pas le salaire. Non, c'est pas le salaire. Pour les hommes, c'est pas le salaire. Pour les hommes, c'est... Ouais. Pour les hommes, c'est quoi le poste? Les possibilités d'évolution. C'est ça. Pour les hommes, c'est quoi le poste d'après? Donc en fait, je suis pas encore recruté, mais tu vas me dire maintenant c'est quoi mon poste d'après. Et pour les femmes, c'est: est-ce que vous pensez que je peux arriver à faire ce job? Et c'est la question qu'elle dit là, hein, c'est ne laissez personne vous dire ce que vous êtes capable de faire. Ça, c'est un élément. Pourquoi c'est un élément? Et pourquoi c'est un élément dans le niveau de leadership des cadres dirigeants? Parce que recruter, c'est prendre un risque. Donc, on dit souvent que le RH, il est là pour s'assurer que le manager qui est en recrutement, il ne va pas utiliser les 55 dernières minutes d'un entretien de 1 heure pour valider les 5 premières minutes qu'il a eues avec l'intéressé. Donc la façon dont vous vous positionnez en entrée dans l'entretien et la façon dont vous concluez l'entretien, c'est tout aussi important que les 50 minutes qui restent. Donc les 5 premières et les 5 dernières. Donc cette fameuse dernière question qui est: est-ce que en fait c'est moi qui m'autorise ou est-ce que c'est vous qui m'autorisez? Dans l'acte de recrutement, il est très important, puisque quand vous recrutez, vous prenez un risque. Et puis en plus, quand vous avez une rarification des talents, il est encore plus important. Donc la cohorte prend encore plus son sens. Surtout si, c'est un peu, on va prendre une métaphore, vous êtes dans une voiture, il pleut, c'est la nuit, vous êtes fatigué, donc on est en zone de risque. Il faut absolument que vous vous reposiez. Et là, vous avez 2 personnes dans la voiture. Et vous posez la question à un de vos collègues: est-ce que tu veux bien prendre le volant? Il pleut, hein, vous êtes fatigué, ça va vite. Et la réponse que vous avez, c'est: tu penses que je peux le prendre? À qui vous allez donner le volant? Eh ben, c'est ça qu'on travaille sur timing. Tout le travail qu'on fait là, il est pour l'instant expérimental, c'est 25 personnes ou une trentaine de personnes en France, mais c'est tout le travail qu'on fait depuis 10 ans qui nous a amené de 5% à 37% déjà, qui est de dire: il faut changer le filtre du recruteur, vous avez raison, et puis il faut changer la posture de l'individu qui va en acte de recrutement, qu'il soit interne ou qu'il soit externe. Quand on va en externe, on est vachement plus combatif. D'accord? On y va, on va le chercher. Quand on est en interne, souvent on vient vous chercher. Et là, la posture est différente. Donc c'est sur ça qu'on travaille chez Merial. Et on peut dire qu'on a quand même quelques succès sur les 5 dernières années, en tout cas.
Le patron de l'industriel de Merial, c'est une femme, la patronne, alors la directrice, la VP. On a la directrice du business américain, 1 milliard, qui est une femme. Le dernier recrutement du directeur, de la directrice pays, Espagne, c'est une femme. On a la directrice de l'industriel en Chine, c'est une femme. En France, la même chose. Donc on a quand même des belles réussites et il y a encore beaucoup à faire, notamment sur ce osons. Et ça ne peut pas simplement venir de l'individu femme et de sa volonté et de sa capacité, ni même du souhait ou de l'ambition d'une entreprise. Ça doit aussi passer, et c'est peut-être un gros mot, mais par des objectifs. Parce que c'est marrant, mais quand vous êtes sur de la vente, quand vous êtes sur de la production, quand vous êtes sur des achats, vous avez toujours des objectifs. Bon, faire mieux, c'est bien, mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est de se benchmarker, de se marquer par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Et je pense qu'un des leviers de l'accélération, en tout cas chez Merial, c'est que c'est ça qu'on a fait. C'est qu'on est rentré dans un processus qui s'appelle les plans de succession. Et qu'on a dit, c'est pas compliqué, vous avez 3 ans pour atteindre cet objectif-là, et puis après, au bout de 5 ans, ça sera cet objectif-là. Et c'est ça qui fait changer, parce que quand vous arrivez en année 2, vous regardez le leader en question et vous lui dites, tu en es où par rapport aux objectifs qui ont été fixés? On est très bien organisé pour produire les résultats qu'on obtient. Donc les résultats qu'on obtient sont en lien direct avec l'organisation qu'on a. Vous dirigez les agences Manpower du Rhône. Oui. Donc vous avez plus de 2500 clients entreprises. Oui. Et la mixité, ça fonctionne comment? Et chez vous, et par rapport à ces entreprises, est-ce que vous avez des actions pour augmenter l'égalité professionnelle? Alors, j'avais souhaité aujourd'hui plutôt témoigner sur ce qui se passe chez nos clients, parce que... Mais chez vous aussi, c'est intéressant. Chez nous, on va bien. Chez nous aussi, Combien de femmes? Combien de femmes? On est plutôt à 70%. Et, ouais. Et combien de femmes dans les directions? Voilà. Il y en a. Ouais. Peu, mais il y en a. Donc vous? Alors, effectivement, c'est vrai que plus on monte sur les strates, moins il y a de femmes, ça c'est sûr. Maintenant, c'est pourtant 80% de population féminine. Donc c'est vrai que je pense que nos dirigeants se posent moins la question parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'il y a de la mixité, pas dans le même sens que ce que vous entendez aujourd'hui, mais en tout cas elle existe. Par contre, moi je rebondis sur les 2 témoignages et c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe chez nos clients. On essaye aussi de se positionner, nous, en termes de conseils. On a quelques exemples qui sont en cours, on en a eu en 2015, on en a eu bien avant, où on se dit on a une pénurie de professions et pourquoi pas féminiser. C'est plutôt effectivement dans ce sens-là, malheureusement, parce que c'est plutôt des métiers d'hommes que nous essayons de féminiser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'entreprise est d'accord, la plus grosse difficulté que nous avons rencontrée dans l'aide que nous apportons à nos clients, une fois que la direction, le service RH est OK sur le sujet, c'est de trouver les candidates. Parce que je rebondis sur ce que vous disiez, c'est que quand vous passez une annonce, vous cherchez des câbleurs femmes, entre guillemets, vous allez les former, vous leur demandez aucun prérequis, si ce n'est qu'être une femme, d'être disponible, l'aimer, travailler de ses mains, etc. C'est très très compliqué de les trouver. Donc on met du temps, on leur explique, d'abord parce qu'elles n'y pensent pas, donc il faut déjà qu'on fasse un travail, et puis chercher quelqu'un dont les seuls prérequis c'est d'être une femme, c'est aussi nous compliqué dans nos fichiers, donc c'est nous qui allons les chercher, qui proposons, qui expliquons ce que peut être le métier, les évolutions possibles. Et puis il y a aussi une strate que l'on oublie souvent dans ces métiers-là, en tout cas dans ces cas-là, c'est le middle management. Tandis que quand vous proposez une femme, même si elle va être formée à un chef de prod, il va vous dire, s'il a le choix avec un homme, il ira vers l'homme, quoi. Il ira pas vers une femme. Donc c'est pas si simple, mais c'est pas si simple de trouver les femmes, c'est pas si simple de travailler avec le middle management. En tout cas, c'est un travail de fond. Et nous, en tout cas, au nom de Manpower, on essaye d'être vraiment conseil en expliquant qu'on peut monter avec eux des formations, qu'on peut recevoir les candidates, qu'on peut également former ce middle management pour accueillir un public qui n'est pas ce qu'elle aurait d'un jet à aller chercher, pardon. Donc voilà, c'est aussi compliqué, mais c'est hyper intéressant et on est très très fiers quand au bout d'un an, on a toujours des femmes dans des métiers d'hommes qui sont installées, qui ont fait leur formation et qui y sont toujours aujourd'hui. Et on parle beaucoup dans ce sens-là, mais pareil, proposer aujourd'hui un CV homme
une assistante de direction, déjà même assistante de direction, on arrive à peine à le dire, parce que c'est pas dans les mœurs, quoi. Et c'est tout ça qu'il faut, je pense, arriver à travailler. Regardez aujourd'hui, on fait des interventions dans des écoles, elle est dans un BTS type secrétariat, entre guillemets, vous avez un homme, quoi. Enfin, je veux dire, il y a déjà, au niveau de la scolarité, bien en amont. On parle tout à l'heure sur le petit film du démarrage, il y avait 2% de femmes dans des domaines d'électricité, etc. Enfin, si on ne démarre pas, et pensons à nous et pensons à nos enfants, parce qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans ces carrières dites d'hommes quand ce sont des filles, etc. Je pense que ça remonte très très loin culturellement et je ne suis pas certaine qu'une loi, même de 2014, fasse si vite avancer les choses. Casser les clichés, ça c'est vraiment très important dans tout ce que vous dites, cacher les stéréotypes qui continuent d'imprégner, voire d'engluer tout le monde, hommes et femmes, dans l'inégalité professionnelle. Chez vous, il y a 50% de femmes dans l'effectif salarié et 43% de managers. Comment on devient d'abord directrice d'une unité de production? Et puis, est-ce que vous ressentez, vous, justement, le fait que vous n'êtes pas légitime aux yeux de certains et certaines parce que vous êtes une femme, tant bien même vous êtes une scientifique reconnue? Alors, il y a plein de questions ici. D'ailleurs, d'abord, bonjour à tous. Donc, comment alors, déjà, je reprends complètement ce qu'a dit l'astronaute, il faut juste oser. Chez Biomérieux, alors effectivement, on a 50-50 au niveau femmes et hommes. Par contre, on a le même problème que tous, hein, au niveau top management, on est loin d'être 50-50. Quand moi j'ai rejoint... Ouf, fait le monsieur de Mérial. Quand moi j'ai rejoint Biomérieux en 2007, donc nous on a ce qu'on appelle les global leaders, hein, donc c'est niveau 1 à niveau 5, donc c'est top management. Quand je suis arrivée chez Biomérieux, j'étais embauchée en top management déjà au niveau 5 en tant que directeur de programme, donc en R&D, parce que effectivement j'ai une thèse en biologie moléculaire, donc je suis une scientifique de base. Et j'ai été d'abord donc embauchée en tant que directeur de programme de projet R&D. Donc à ce moment-là, la proportion c'était 80% d'hommes, 20% de femmes qui étaient dans ces global leaders il y a 10 ans. Et donc j'ai fait pendant 6 ans un métier que je savais faire en fait, hein, finalement de la recherche. J'avais fait avant bien sûr une thèse, donc j'ai travaillé à l'Institut Curie, etc. Donc j'avais fait de la recherche académique. J'avais fait pas mal de gestion de projets dans diverses sociétés avant de rejoindre Biomérieux. Donc je savais faire mon métier, j'ai fait de la gestion de projet pendant 6 ans. Et puis au bout de 6 ans, moi j'avais besoin de changer, je ne me voyais pas rester directeur de programme toute ma vie. Et c'est la chance qu'on a dans les grandes entreprises, je pense, hein, pour les personnes qui veulent évoluer, on a les passerelles, les RH me permettent de passer d'une passerelle à l'autre. Et du coup j'ai commencé à réfléchir en me disant qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et étant donné que le job que j'avais fait c'était un travail assez transverse, hein, qui faisait travailler toutes les fonctions de la société, je ne me voyais pas faire de la R&D simplement ou autre chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas direction de site ou de filiale. Donc je commençais à aller voir les dirigeants de Biomérieux, les uns après les autres. Et en fait, au moment où j'ai commencé cette activité-là, cette recherche-là, j'ai eu donc un monsieur qui était à ce moment-là responsable de tout ce qui était opération industrielle chez Biomérieux. Qui m'a reçu, et un homme extraordinaire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a boosté parce qu'il m'a fait prendre conscience que je pouvais faire tout si je le souhaitais. On me dit, avec le bagage que vous avez, avec la potentialité que vous avez, en fait il faut juste s'investir. Alors là je l'ai regardé avec des gros yeux et il m'a dit, écoutez, alors j'ai une petite anecdote parce que ça m'a vraiment... ce jour-là je suis rentrée chez moi complètement bouleversée parce qu'il m'a dit, regarde tout ce que j'ai dans mon shop, comme on disait chez nous, et puis dis-moi où tu veux aller, je te mets où tu veux aller. Et là, lui, mais il est fou, lui, qu'est-ce qu'il me raconte là? Et donc, j'ai commencé à regarder. Donc, il était responsable de la production, de la supply chain, de la logistique, des RA, des CA. Enfin, effectivement, il y avait beaucoup de choses, de l'informatique. Enfin, il était responsable de la moitié des gens de chez Biomérieux. Et donc, j'ai commencé à regarder, puis je savais rien faire, quoi. Je lui ai dit, mais moi, je sais rien faire chez toi. Puis il me dit, mais il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Il faut que tu penses que tu peux tout faire. J'étais vraiment bon. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir et puis je lui dis, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un job transverse. Et donc, j'ai commencé à lui parler de directeur de site. Et sur le coup, il me dit, super, bravo. Donc, il était responsable de tous les patrons de sites. Il y a 19 sites industriels chez Biomérieux. Et il se fait qu'au moment où j'ai commencé cette démarche, on avait racheté une petite société à côté de Toulouse qui s'appelait Argène. Et donc, ils avaient besoin d'un directeur de site. Donc, il m'a dit, très bien, pourquoi tu n'irais pas là-bas?
Et là, je lui dis, bah écoute, ouais, c'est super, c'est une super opportunité, mais punaise, moi, la prod, j'en ai jamais fait de ma vie, quoi. Il dit, c'est pas grave. Voilà. Donc, effectivement, pour rejoindre le témoignage de Tanguy, effectivement, j'ai passé par, on va dire, plusieurs semaines à me poser la question, est-ce que je vais être capable d'apprendre, de diriger une production, de diriger un site, alors que je ne connais pas tout ça, quoi. Et puis, parce que je suis quelqu'un qui effectivement a envie d'évoluer, je me suis dit, ok, je tente lui pensait tellement que je pouvais réussir et il avait tellement confiance dans ce choix-là, je lui dis, j'y vais. Et donc j'ai pris ce poste en septembre 2012. Alors, beaucoup de travail quand même, faut l'avouer, c'est pas devenu comme ça. Heureusement, on a aussi une très bonne entraide, tous les patrons de site hommes, parce que du coup, je suis entourée que d'hommes. Je suis la seule patronne de site, en tous les cas, dans la région EMEA. On a 3 régions chez Biomerrieux, il y a une directrice de site par région. Sinon, c'est que des hommes, donc sur 19. Et heureusement, j'ai été accueillie par mes collègues de façon superbe. Donc, j'ai pu être coachée. Si j'avais des questions, ils étaient là. Et jamais vous n'avez ressenti le fait d'être illégitime aux yeux de certains, y compris des employés de votre site? Pour vous dire la vérité, j'ai eu pas mal de réflexions. Déjà, je sortais des chemins battus parce que tous les patrons de site chez Biomerrieux, c'est des ingénieurs qui ont dirigé la prod. Bon, moi, j'étais la seule femme, pas ingénieure, docteur en biologie, et qui a jamais dirigé la prod. Donc j'étais quand même, celle-là est vraiment différente. Donc si, j'ai eu plein de réflexions, des réflexions gentilles en fait, c'était pas méchant, mais il y en a eu. Mais sur le fond, ce qu'on attend, c'est le résultat, et le résultat, il était là. Et donc, j'ai été soutenue par ma hiérarchie. Après, Stéphanie, qui m'avait recrutée, est partie, mais le top management m'a toujours soutenue. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là. Et puis, 2 ans plus tard, étant donné que je pense que le résultat était là, on m'a confié aussi suite Grenoble. Donc aujourd'hui, je fais la navette entre Toulouse et Grenoble. C'est un peu difficile, mais ça se passe bien. Et je pense qu'encore une fois, moi, ce que je peux dire à toutes ces jeunes filles qui ont envie d'essayer, c'est il faut effectivement prendre son destin par la main. Il ne faut pas attendre forcément que ce soit la RH qui vienne nous chercher. Il faut aussi oser aller dire, voilà, moi, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de faire ça. Et puis après, bien sûr, ne pas hésiter à faire des formations si besoin, parce que effectivement, a priori, on peut faire grand écart entre la R&D et MSO, ça se passe bien, manufacturing, ça se passe très bien. Donc je pense qu'il faut le faire, il faut juste oser. Je pense qu'aussi le seul petit bémol qu'il y a, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est que les femmes souvent se posent d'abord plein de questions, trop de questions je pense, et puis avant de postuler, on se pose toutes ces questions et on se demande effectivement si on est capable de le faire, parce qu'il faut tout avoir. En fait, moi, quand j'ai regardé la job description, j'ai commencé à regarder ce que j'avais pas, au lieu de me dire, attends, j'ai 70%, donc ça va le faire, quoi. Non, c'était le 10% qui me restait et c'est ça qui nous arrête. Il faut arrêter de croire qu'il faut être parfaite. On peut ne pas être parfaite, on peut avoir des points qu'on ne sait pas faire, il faut juste s'investir pour apprendre ces points-là, tout simplement. Paola, nous pouvons témoigner, nous 3, qu'on est loin d'être parfaits tout en étant des hommes magnifiques.